Bonjour à tous, nous recevons ce matin dans l'invité du 7h Guillaume Brault, le sous-préfet de Saint-Georges de l'Oyapock. Il y a un peu plus d'un an, la toute nouvelle sous-préfecture accueillait le public. On rappelle que tout est allé très vite. En janvier 2022, le ministre des Outre-mer de l'époque, Sébastien Lecornu, avait annoncé la création d'une sous-préfecture à Saint-Georges de l'Oyapock lors d'un déplacement en Guyane. En décembre 2022, donc la même année, le ministre délégué aux Outre-mer inaugure un ancien bâtiment rénové. Et pour l'accueil du public, c'était à partir du 1er janvier 2023. Un an donc s'est passé. Les services de l'État au sein de cette nouvelle sous-préfecture étaient composés de 7 employés. Donc voilà, un an que cette sous-préfecture est en service. Les services de l'État au sein de cette nouvelle sous-préfecture étaient composés de 7 employés. Ils sont désormais 12. Un an après, quel est le bilan? Mais avant de faire le bilan, Guillaume Brault, je rappelle que vous êtes le sous-préfet de Saint-Georges, pouvez-vous nous rappeler, afin que tout le monde puisse comprendre, les missions d'une sous-préfecture? Alors, les missions d'une sous-préfecture, et en particulier à Saint-Georges, tout d'abord, c'est d'apporter aux habitants de l'arrondissement les services de l'État. La sous-préfecture incarne l'État, différentes missions que l'État en charge sur le territoire. Un des autres objectifs essentiels pour la réussite, justement, de l'action d'une sous-préfecture, c'est de travailler avec les élus. Et donc le ministre en charge des Outre-mer de l'époque avait bien spécifié publiquement auprès des élus que la principale activité du sous-préfet de Saint-Georges était d'apporter un appui justement aux élus du territoire. Alors quel genre d'appui? Un appui justement en termes d'ingénierie administrative, d'ingénierie technique. Le nombre de subventions, de facilités est très important. L'État a différents dispositifs de financement qu'il propose, et pour aider les maires et leurs équipes dans ces démarches, il est peut-être assisté par la sous-préfecture, pas spécialement la sous-préfecture de Saint-Georges, mais toutes les sous-préfectures. Si je reste sur le sujet de l'ingénierie, la préfecture dispose d'une plateforme d'appui aux collectivités territoriales, ici à Cayenne, mais chacune des sous-préfectures, que ce soit Saint-Laurent et Saint-Georges, nous avons, nous, un agent de la plateforme d'appui aux collectivités territoriales qui travaille au plus près avec les communes, à leurs besoins, à évaluer le type de dispositif, le type de projet, le type de financement, et les accompagner tout au long d'un processus administratif qui est parfois complexe et pour lequel les sous-préfectures répondent présent. Ça, c'est un premier objectif, l'objectif principal de la sous-préfecture, en l'occurrence de Saint-Georges. Un autre objectif qui est essentiel, lorsque le président et le ministre ont décidé de la création de cette sous-préfecture, c'est la coopération avec notre grand voisin qui est le Brésil. Je le rappelle, le Brésil, un pays de 214 millions d'habitants, avec qui on est voisin, et forcément, ça a des conséquences pour la France. Donc, l'autre volet essentiel de notre action, c'est la coopération transfrontalière avec l'État d'Amapá et avec le Brésil de manière plus générale. Alors, vous parlez justement des collectivités, je vous le disais tout à l'heure, ce sont 4 communes, mais sur un territoire très vaste. L'éloignement, l'enclavement notamment de Camopi, de Wanari par exemple. Comment justement on gère cette situation-là lorsqu'on est donc sous-préfet et donc représentant de l'État au sein d'une région aussi vaste? Mais je vais vous dire, on gère grâce au fleuve Oyapock. À part Regina, qui est sur la route nationale 2, les autres communes que vous citez, Camopi, et quand on dit Camopi et Trois-Sauts, oui, bien sûr. De l'autre côté jusqu'à l'embouchure du fleuve Oyapock, Wanari, encore plus isolé, et grâce au fleuve, grâce aux pirogues, on se rend de commune en commune. Vous connaissez le dispositif peut-être des pirogues France Service, qui chaque mois dessert une des communes du fleuve. Par exemple, la pirogue France Service qui amène les services que l'on trouve dans les maisons France Service, part la semaine prochaine à Trois-Sauts. Voilà, pendant une semaine, ils seront avec les habitants, que ce soit la CAF, que ce soit les finances publiques, que ce soit la CGSS, l'état civil, puisque là-bas on apporte un dispositif, un matériel qui permet de recueillir les données en vue d'établir l'état civil des habitants qui le souhaitent. Voilà, donc on s'appuie beaucoup justement sur ce fleuve mythique,
et sur les pirogues francs service. Outre les pirogues francs service, il existe d'autres pirogues, par exemple la pirogue du droit qui n'est pas opérée par la sous-préfecture, mais nous, avec des pirogues spécifiques, lorsqu'il y a besoin, nous montons à tel ou tel endroit. On va assez souvent, par exemple, je cite un exemple, à Wanari avec les pirogues de la gendarmerie. Voilà, on profite, on mutualise les moyens de l'État, tout simplement. Et puis c'est aussi l'accueil du public au sein même on va dire, la maison principale qui se trouve à Saint-Georges même. Tout à fait. On en vient à un des éléments essentiels de l'exercice de la proximité, c'est recevoir les usagers à Saint-Georges, à la sous-préfecture, pour différents sujets, que ça soit des questions, par exemple, de titre de séjour, ou toute question qu'un usager, qu'un habitant de Saint-Georges ou de l'arrondissement souhaiterait savoir. On rappelle quand même qu'avant, il fallait se rendre à Cayenne. Exactement. Donc c'est une facilité qu'on offre aux habitants, qui le reconnaissent. C'est essentiel de pouvoir faire ces formalités à Saint-Georges sans avoir à venir jusqu'à Cayenne, parce que il y a déposer le dossier, il y a revenir, il y a plusieurs voyages, c'était beaucoup de frais, c'était beaucoup de difficultés. Et là, à Saint-Georges, vous pourrez toujours interviewer des usagers si vous le souhaitez. Ils reçoivent une écoute attentive, personnalisée, et puis on suit au mieux leur dossier. Voilà. D'ailleurs, c'est l'une des dernières sous-préfectures qui a été créée en France. Très rares sont les sous-préfectures qui ont été créées. Ça répond vraiment à un besoin. Oui, comme vous l'avez dit, c'est la seule sous-préfecture qui a été créée ex nihilo, c'est-à-dire partant de rien, qui n'existait pas, depuis 30 ans. Oui. Et donc, il y a tout à construire. Il fallait identifier le besoin, donc ça, les pouvoirs publics, le ministre, les ministres, le président de la République ont analysé la situation et vu que sur ce territoire de l'Est guyanais, très enclavé, malgré la route nationale 2, éloigné du centre de la Guyane, eh bien, il y avait besoin de plus d'État déjà, et à travers la venue de cette sous-préfecture et des services de l'État, attirer un certain nombre d'autres services. Il y a une antenne de l'ARS à Saint-Laurent, il n'y en a pas à Saint-Georges, mais le fait de la création de cette sous-préfecture, ça va avoir un effet d'appel sur beaucoup de choses. Pas seulement le domaine administratif, mais aussi on est là pour générer une dynamique économique et sociale. Voilà. Mais on va en parler justement sur le développement économique. Pour revenir sur les collectivités, quels sont les liens que vous avez avec les maires notamment ? Alors, nous avons d'excellents liens de travail, et même à titre personnel, on s'apprécie mutuellement, je pense, j'en suis même sûr. Et donc, on fait par exemple, concrètement, on fait des revues de projets des communes avec chacun des maires régulièrement, en fonction de leur planning, et on a des rencontres qui sont plus informelles, par exemple, tout en restant formel quand même. Là, à la fin du mois, j'organise comme chaque année un repas spécifique avec les maires de l'arrondissement. Et au besoin, on se déplace dans telle ou telle commune où les maires viennent à la sous-préfecture pour travailler tel sujet. Et récemment, il y avait la question de l'eau et le plan Eau-Dôme, et donc les maires étaient invités à venir en sous-préfecture avec les différents services comme l'Office de l'eau, les services de l'État qui travaillent sur ces sujets. Et les maires, lorsqu'ils peuvent, ou à défaut leurs équipes municipales, viennent à notre rencontre, et vice-versa, nous allons aussi à leur rencontre. Alors il y a eu l'année dernière le retour du Conseil du Fleuve en présence d'élus, de parlementaires, maires, de représentants des autorités coutumières, d'habitants et de socioprofessionnels. Plusieurs problématiques ont été discutées avec les voisins brésiliens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort ? Quelles sont les avancées pour donner suite à ce Conseil du Fleuve ? Alors, ce Conseil du Fleuve, il a eu lieu en effet en mai 2023. Il n'y en avait pas eu depuis plusieurs années, principalement du fait du Covid. Donc, à la fois la partie brésilienne, nos amis brésiliens et nous-mêmes étions très demandeurs de retrouver une instance de coopération. Donc, on traite au Conseil du Fleuve des sujets de la vie du bassin. Alors, je prends des exemples très concrets. La santé, l'éducation, l'environnement, le traitement des déchets, les populations amérindiennes du fleuve, voilà. Et en termes d'avancée, depuis le mois de mai, donc il y a encore peu de temps, eh bien, il a été proposé par le Conseil du fleuve, qui ne fait que des propositions, qui ensuite se remonter en commission mixte transfrontalière France-Bézil, la création d'un centre de coopération en santé, par exemple, pour lequel actuellement l'ARS, l'hôpital de Cayenne, travaille à la mise en place avec
avec leurs homologues brésiliens, un centre de coopération au sentier. Mais il y a aussi un projet d'accueil des femmes qui sont victimes de violences, qui a un travail en coopération avec les Brésils, et il y aura une structure commune à Mapa, Guyane, qui permettra d'accueillir ces femmes en situation de détresse. Voilà, c'est des exemples très concrets. Après, autre exemple, il y a eu la création de la cité scolaire, l'ouverture de la cité scolaire, et on accueille nombre d'enfants venant domiciliés à Saint-Georges, mais pour autant d'origine brésilienne, qui viennent ici dans nos institutions scolaires pour recevoir un enseignement. Effectivement, vous l'avez dit, il s'agit d'un bassin de vie où l'on ne peut pas dissocier les deux rives de l'Oyapock, où les populations vont et viennent entre les deux rives guyanaises et brésiliennes. Et donc, pour la question de la sécurité, la réflexion et l'action ne peuvent pas se faire chacun de son côté. Une coopération policière et judiciaire a d'ailleurs été mise en place avec le Brésil. Ça fonctionne bien, il y a des résultats concrètement. Oui, ça fonctionne très bien même. Le centre de coopération policière entre la France et le Brésil existe déjà depuis plusieurs années. Et en son sein, il y a 4 policiers et gendarmes français et puis 2 policiers brésiliens. C'est amené à se développer puisqu'au cours de la commission mixte transfrontalière, le gouverneur de la MAPA avait fait part de son souhait d'amener d'autres types de policiers au sein du centre de coopération policière. Et en effet, il y a des échanges de part et d'autre lorsque des crimes et délits sont commis de part et d'autre. Vous allez me dire concrètement en quoi ça consiste? Oui, c'est des échanges d'informations. C'est des échanges, et après dans l'action d'informations. Vous l'avez dit, il n'y a pas le centre de coopération policière n'a pas de vocation opérationnelle. Il n'accompagne pas sur le terrain, il n'interpelle pas, il fournit des renseignements de part et d'autre. Pas seulement sur Saint-Georges, bien sûr, mais pour toute la Guyane, les services de police, les services de gendarmerie, depuis Matoury jusqu'à Camopi, peuvent demander des renseignements au centre de coopération. Les agents redemandent à leurs homologues brésiliens et vice-versa dans les deux sens. Voilà, donc l'avis est partagé avec la partie brésilienne que c'est un outil efficace et une réussite. Et concrètement, en termes d'interpellation, nous avons d'ailleurs annoncé d'importantes saisies sur la RN2 dans nos différents flashs d'information, notamment des saisies de marchandises, de denrées alimentaires illégales, des saisies dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal et la pêche illégale. C'est aussi ça le résultat de la coopération? En effet, là, ce dont vous parlez, c'est les contrôles et les saisies qui ont lieu sur les RN2, qui sont faites par la gendarmerie et les douanes. Mais à partir du moment où une personne d'origine brésilienne est interpellée, arrêtée dans le cadre de ces contrôles et de ces saisies, ou pour simple vérification, il ne s'agit pas forcément d'interpeller les gens systématiquement à chaque fois, eh bien, le centre de coopération policière est saisi pour savoir auprès de ses homologues, est-ce que cette personne a un casier judiciaire, a des antécédents judiciaires, est-ce qu'elle est recherchée, et auquel cas on prend les mesures, les forces de l'ordre prennent les mesures qui s'imposent. Saint-Georges, c'est aussi la porte d'entrée de l'immigration en Guyane, en tout cas l'une des portes d'entrée de l'immigration en Guyane. On sait qu'il y a un flux important, notamment de migrants qui viennent du proche Moyen-Orient. Quelles sont les compétences de la sous-préfecture? Est-ce que le fait d'avoir une sous-préfecture à Saint-Georges permet de mieux contrôler, réguler peut-être cette immigration venant du Brésil? Alors là, pour l'instant, la sous-préfecture de Saint-Georges n'a pas de compétence sur les demandeurs d'asile. À l'heure où on parle, c'est la police de l'air et des frontières qui reçoit les demandeurs d'asile, qui se déclarent demandeurs d'asile, bien sûr, et qui remplit ces dossiers, et qui leur permet ensuite de venir se rendre à Cayenne auprès du Gouda, de l'OFI. Donc, à l'heure où on parle, la sous-préfecture n'entre pas dans le process. Dans les prochaines années, il est envisagé, en effet, que ces demandes d'asile ne soient pas faites à la PAF, mais pourraient être faites à la sous-préfecture de Saint-Georges. Pour autant, les services instructeurs des demandeurs d'asile à ce jour sont en Cayenne, ce qui fait que les personnes qui arrivent au pont ou au fleuve, pour le moment, le dispositif est tel que l'instruction se fait à Cayenne. Ça fait quand même partie des volontés de certains élus, notamment la maire de Cayenne, le président de la CTG également, qui aurait souhaité que la prise en charge des migrants se fasse à Saint-Georges, peut-être même aussi l'hébergement aussi des migrants se fasse à Saint-Georges. Ça fait partie des projets, des dossiers en cours.
les instructions viennent de plus haut que le sous-préfet de Saint-Georges, bien sûr. Mais évidemment, tout le monde réfléchit à des dispositifs qui seraient alternatifs à la situation actuelle que l'on connaît et avec toutes les conséquences que ça. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux évidemment pas entrer dans les détails. Différents scénarios sont analysés, mais comme je vous le disais, pour l'instant et à l'heure où on parle, et sauf avis contraire, les demandeurs d'asile, leur dossier est quand même instruit à Cayenne. Alors vous le disiez tout à l'heure, le développement économique et social fait partie de vos compétences. On a l'impression que le secteur a du mal à trouver un dynamisme. Prenons un exemple. Il y a une zone d'activité commerciale à l'entrée du bourg de Saint-Georges où l'on voit très peu d'activités s'y installer. Force est de constater que ça a du mal à décoller. Qu'est-ce qui est fait pour permettre aux entreprises de s'installer dans cette zone? Alors, vous l'avez dit, on prend le cas de Saint-Georges, de cette zone d'activité commerciale. Vous l'avez dit, pour l'instant, peu de bâtiments sur cette zone, et pour autant, toutes les parcelles de cette zone ont été achetées. Oui. Et donc, c'est comment arriver à déclencher les propriétaires de ces parcelles à monter leur activité. Et c'est là aussi un des rôles de la sous-préfecture, c'est arriver à passer un cap qui fait dire qu'à Saint-Georges, il y a un volume d'affaires, entre guillemets, suffisant pour que les entreprises qui, au jour d'aujourd'hui, sont pas forcément intéressées pour y venir, je parle d'un centre commercial, on arrive à ce degré tel que ensuite elles se disent oui, ça va être intéressant de venir à Saint-Georges parce que j'aurai tel ou tel client. Si on prend l'exemple de l'ouverture de la sous-préfecture, de l'ouverture de la cité scolaire, ça fait des agents, des personnels en plus, et donc la population augmente, une population avec un pouvoir d'achat qui permet ensuite de générer une activité économique, et à force de multiplier ces initiatives, il faut arriver à avoir cette masse critique, on va dire, qui permette l'installation spontanée ou des envies spontanées de monter des entreprises qui viendraient pas seulement de Saint-Georges, parce qu'à Saint-Georges on est sur une économie de micro-entreprises. On a le concurrent en effet d'Oiapoque brésilien qui est très actif, donc on espère venir plutôt de Cayenne ou d'ailleurs en Guyane des opérateurs économiques qui pourraient être intéressés. La démographie forcément entre en ligne de compte. Par contre, il y a une ressource qu'il n'y a pas ailleurs en Guyane. C'est ce qu'on présentait comme un concurrent, le Brésil. Ça peut être aussi une ressource économique. Les Brésiliens d'Oiapoque sont friands d'un certain nombre de produits français, comme vous le savez. Je vais pas les citer, mais on les connaît tous. Voilà. Et ça, il y a certainement un marché pour des produits qui pourraient être vendus, comme c'est le cas actuellement, mais à une échelle plus importante, à Saint-Georges. Alors, au Conseil du Fleuve, on parle de différentes choses, comme les échanges économiques, les échanges de personnes, les transports de marchandises, etc., etc. Et le Brésil a annoncé la création, comme sur ses autres frontières, d'un duty free. Mais de la même manière, on a réfléchi en Conseil du Fleuve à une organisation, ou plutôt un dispositif, qui permettrait aux Brésiliens de venir acheter en France avec plus de facilité et des produits qui leur correspondent. Et c'est là, on reboucle en effet sur un opérateur économique. C'est pas à Saint-Georges seul qu'on peut le faire. Il faut des opérateurs économiques un peu musclés qui se disent, moi je peux proposer une ligne de produits à des consommateurs brésiliens. Il y a aussi tout cet aspect-là. Le Brésil, c'est pas seulement un partenaire exigeant, mais c'est aussi un réservoir très important de consommateurs, en particulier à Oiapoque, dont on sait qu'Oiapoque est amené à se développer encore plus les années à venir. Et si vous permettez que j'ajoute, par rapport à la dimension économique, l'État, à travers la sous-préfecture et les services, ces services ici à Cayenne, c'est donner l'environnement qui permettent justement à ces opérateurs économiques de venir. L'environnement, ça peut être par exemple donner des subventions aux communes pour qu'elles puissent développer leurs communes et être plus attractives. Donc l'action, elle est beaucoup à travers ça, favoriser l'attractivité d'un territoire.
Une dernière question. Saint-Laurent-du-Maroni a sa sous-préfecture depuis fort longtemps. Elle a une expérience en la matière. Vous êtes aussi, vous avez échangé avec le sous-préfet. Vous avez puisé aussi cette expérience aux côtés de vos homologues de l'autre côté de l'Ouest. Et finalement, qu'est-ce qui fait la différence? Alors tout à fait. D'autant que ma collègue actuelle et mon collègue précédent, nous sommes binômes. Quand l'un est absent, il est remplacé par l'autre. Donc forcément, l'un et l'autre, on a une connaissance de la sous-préfecture des deux côtés. Donc là, la connaissance, pas aussi fine que celui qui est à Saint-Laurent ou celui qui est à Saint-Georges, bien sûr, mais on l'a. Après, l'idée du préfet précédent et des autorités des pouvoirs publics, c'était d'avoir un parallélisme des formes entre la sous-préfecture de Saint-Laurent et la sous-préfecture de Saint-Georges. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une antenne de la plateforme d'appui aux collectivités territoriales dans chacune des sous-préfectures. Il y a une personne chargée de la coopération qui travaille spécifiquement sur le sujet de coopération transfrontalière au sein des deux sous-préfectures. Il y a la liste, voilà, je ne sais pas qu'on est comme ça, de même dans la lutte contre les fraudes, etc., etc. On a les mêmes types d'organisations de chaque côté, avec, on va dire d'une manière générale, un bureau territoire en charge des développements du territoire, et puis un bureau plus en lien avec le droit des étrangers, la sécurité, la lutte contre les fraudes administratives, etc., etc. Merci Guillaume Brault d'avoir répondu à ces questions. On rappelle que vous êtes le sous-préfet de Saint-Georges de l'Oyapock. Merci, très belle journée.